Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie de mon complice habituel, Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va parler de deux sujets différents, mais où il est également question de théories un peu farfelues. Moi, je vais parler d'une civilisation, les Mound Builders, autour de laquelle s'est construit toutes sortes de théories plus ou moins farfelues. Et toi, tu vas nous parler d'une conspiration, quelque chose d'un peu d'actualité quand même, la conspiration du cannabis. Exactement. Avec la légalisation récente du cannabis au Canada, bien évidemment, ça nous a, en tout cas ce qui me concerne, poussé un peu à explorer l'histoire de cette herbe joyeuse, si on peut l'appeler ainsi. Selon les théories, ça serait en utilisation depuis plusieurs milliers d'années. J'ai vu des chiffres différents, mais on parle en Chine de 2000 ans et plus. Donc, ça fait partie de la pharmacopée parce que le chanvre, c'est une commodité et elle a deux aspects. Il y a l'aspect économique où là, on parle de textile, on parle de fibres, d'un aspect alimentaire aussi, et ça va aller plus loin parce que c'était vraiment une source, une commodité qui touchait plusieurs domaines. Mais, pour son malheur, la plante femelle du cannabis comprend aussi le THC. Le THC, c'est une molécule qui est active, mais c'est on pourrait dire, un fit parfait avec certains neurorécepteurs dans le cerveau humain. Le cannabis, en fait, serait un peu notre cousin végétal, un peu la porte d'entrée qu'on a dans un univers qui fait partie de la biologie. C'est pas la seule plante dans la nature qui a des substances comme ça qui peuvent être utilisées en médecine, par exemple, ce qui va amener justement l'industrie pharmaceutique à s'intéresser à ces produits. Mais si on remonte là, au tout début, le cannabis était utilisé pour le THC, entre autres, la plante femelle, pour contrer la douleur. À l'époque, il n'y avait vraiment pas de source de soulagement si on se reprend au début complètement de la civilisation, alors que l'espèce humaine était une espèce menacée. Dans le fond, soit nos compères humains ou la nature en entier essayaient de nous manger, essayaient de nous faire du mal. Donc, des amputations imprévues, il y en a eu quelques-unes. Certains types de maladies aussi, et puis les maux communs qu'on pouvait être soulagé. Et encore aujourd'hui, on voit une renaissance de la partie qui s'appelle CBD de cette plante-là. Cette partie-là est présentement, à l'heure où on se parle, la somme d'études pour trouver des nouvelles façons de soulager la douleur, entre autres, suite à de la chimiothérapie et d'autres afflictions humaines. Mais là, à l'époque, on l'utilisait avec toutes les autres mixtures qu'on pouvait avoir dans la nature. Et puis, ça fait qu'elle était présente. Et puis, il y a eu un aspect spirituel qui est arrivé avec l'utilisation qui n'était pas nécessairement récréative à l'époque. Les chamans et puis autres sorciers ont découvert très rapidement les vertus hallucinogènes de cette plante-là. Quand on parle d'hallucination, c'est pas que tu vois Bouddha apparaître en avant de toi, mais par contre, tu es très réceptif à ce que les gens vont pouvoir te conter. Ça l'a amené au cours de l'histoire aussi, à utiliser cette faculté-là du cannabis pour des fins guerrières, des fins de contrôle de l'esprit. On pense au 13e siècle, entre autres, aux vieux de la montagne. On connaît très bien l'histoire de la secte des assassins qui faisaient miroiter le paradis en faisant consommer du hashish à ses membres et lui disant, bien, si vous accomplissez votre mission, au péril même, si vous sacrifiez vos vies, vous allez connaître la félicité que vous vivez présentement pour l'éternité. Alors, les assassins, au mépris de leur vie, allaient accomplir des missions, puis ils étaient craints autant des croisés à l'époque que du monde musulman. Alors ça, cette utilisation-là a été décrite par Charles de Baudelaire, entre autres, dans un livre qui était un pavé dans la vitrine du conservatisme à l'époque, qui s'appelait « Les paradis artificiels ». Il y a eu aussi de Quincy, Confession d'un mangeur de hashish. D'un mangeur de hashish. Mais là, c'était une vision qui était très, très, très négative. Le Club des hashichins de Paris, c'était ni plus ni moins, je dirais, des orgies comparables à la consommation de l'opium, ce
qui est peut-être pas une très, très belle image. Maintenant, il y a l'aspect économique dans tout ça. On va regarder là, à peu près là, au 19e siècle, début du 20e siècle, le cannabis était considéré comme une médecine, était en vente libre partout sous ses différentes formes. Soit l'élixir, aussi certains concentrés et autres mixtures qui étaient faites pour soulager la douleur, entre autres, mais c'était aussi utilisé traditionnellement par certaines populations, entre autres les Ottomans et puis les Grecs orthodoxes, que c'était traditionnel de consommer le hashish, qui est un concentré de cannabis. Et lors des conquêtes, par exemple, par l'Égypte, afin de contrôler la population ou d'éliminer justement cette culture-là, on a rendu illégale la consommation de ce qui était traditionnel. Donc, évidemment, on enlève des cultures, des aspects culturels comme ça. On élimine... un peu comme ce qu'on essaye de faire avec la feuille de coca en Amérique latine. Exactement. Et puis, ça a donné lieu à un aspect qui est plus raciste, qui est beaucoup plus aussi ethnique, disons. Aux États-Unis, on a travaillé fort pour associer la marijuana avec et le cannabis avec les Mexicains. Exactement, parce que le terme marijuana a fait son apparition, le nom, dans les années 1930, justement, pour l'associer aux paresseux, à ceux qui n'en consommaient et puis qui n'étaient pas dans des sociétés progressistes. D'ailleurs, aux États-Unis, à cette époque-là, il y a une énorme campagne qui était poussée, si on veut, par certains intérêts économiques. Et puis, on a même vu le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, qui avait de la parenté au Congrès puis au Sénat américain. Donc, il a subi des demandes, des lobbies, entre autres du coton, de l'industrie pétrolière, de l'industrie pharmaceutique et puis de l'industrie des textiles, entre autres, pour qu'on élimine en utilisant justement le fait que qu'il y avait une portion hallucinogène de ça, une portion femelle. Mais ces industries-là étaient souvent en concurrence directe avec des produits qu'on tirait du chanvre. Parce que le chanvre, c'était une commodité. Au même titre que le coton ou que le pétrole puis le plastique. Alors, quand on a eu la montée de l'industrie du coton aux États-Unis, c'était en concurrence directe avec le chanvre. Et puis, quand sont arrivés les produits synthétiques, entre autres, la compagnie DuPont... Le nylon. Le nylon, on a éliminé, on a utilisé carrément, selon la théorie de conspiration, parce qu'évidemment, là, on parle de théorie, là, la loi de criminalisation des drogues, on a catégorisé le cannabis comme une drogue de catégorie 1, au même titre que l'héroïne, que la morphine, et puis aujourd'hui, d'autres drogues synthétiques comme... Alors qu'on n'est pas du tout dans le même... On n'est pas dans le même niveau, parce qu'aujourd'hui, on sait que le cannabis, c'est une drogue qu'on appelle douce ici au Canada. OK? Il faut comprendre que nous autres, on ne fait pas la promotion de la consommation de ça, on fait tout simplement parler de l'histoire, entre autres. William Randolph Hearst, qui était un magnat de la presse, poussait, lui, l'industrie de fabrication du papier à partir de la fibre de bois. Alors qu'aller jusqu'avant lui, c'était fait au chanvre. Le papier de chanvre était plus blanc, était de meilleure qualité, puis il y avait sans doute un coût de revient qui était comparable parce que la récolte du cannabis, c'est une récolte qui est très, très rapide. La plante grandit et fleurit beaucoup plus rapidement que, par exemple, les épinettes et puis le bois qui est utilisé pour la confection du papier. Même la Constitution américaine a été rédigée sur du papier à base de chanvre. À l'époque, c'était une obligation pour les cultivateurs d'avoir une portion de leur récolte qui était faite pour le chanvre. Entre autres, ça a été utilisé pendant des siècles par l'industrie, par la marine ancienne, parce que tous les cordages étaient constitués de chanvre, qui était la fibre par excellence pour faire ça. Non seulement elle était résistante, mais elle était aussi, c'était pas une considération, mais elle était écologique. Quand on pense qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, tous les cordages des navires sont faits en polypropylène et en matériaux qui vont durer des millénaires. On a des îles d'agrès de pêche puis de filets qui flottent au milieu du Pacifique, entre autres, et puis ça ne sera jamais éliminé. Ils sont là pour des millénaires, tandis que la corde de chanvre, elle, est biodégradable officiellement. Dans les années 30, 1935-32, même Henry Ford a fait un projet de matériaux synthétiques, mais à base de chanvre. C'est étrange un peu, mais le chanvre, ça se marie très bien à certaines résines pour fabriquer des produits qu'on pourrait qualifier de plastique biodégradable. On voit l'apparition de ça aujourd'hui, bien, ça existe depuis le début du 20e siècle. Alors, Henry Ford a poussé une automobile dont la majorité des composantes étaient faites avec du plastique fibreux. Et puis, non seulement ça, mais elle carburait aussi au biodiesel, parce que là, on n'a pas parlé de l'aspect alimentaire et puis de l'huile de chanvre qui est utilisée soit en alimentation, mais aussi on peut l'utiliser pour fabriquer du biocarburant. Et puis, c'est un additif alimentaire, cette huile-là, puis c'est utilisé dans différents aspects de l'industrie, comme la peinture, entre autres. Et puis, avec les années, la compétition s'est faite de plus en plus féroce, au point que J. Edgar Hoover, avec le FBI, a poussé la législation pour rendre criminelle cette plante-là qui a pratiquement disparu du marché puis qui a ouvert le champ à l'industrie pharmaceutique avec toutes les drogues synthétiques. Puis aussi, ils ont utilisé sans doute des recherches secrètes sur le fameux THC et le CBD, dont on commence aujourd'hui à découvrir les valeurs. L'aspect raciste maintenant, là, on va remonter un petit peu plus loin dans l'histoire parce que, comme j'ai mentionné tantôt, ça faisait partie de la culture de plusieurs civilisations, plusieurs nations, entre autres. Et la consommation de drogue, c'était quelque chose qui était considéré comme normal un peu à l'époque. Après tout, le vin et puis la bière et différents autres alcools, c'est très ancien aussi, le tabac. Mais quand on a lu, par exemple, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, il y avait dans ça une drogue qui s'appelait le soma, qui était fournie par l'État et puis qui éteignait ni plus ni moins les velléités de révolte parmi la population. Dans les époques de la contre-culture, les années 60, ça a été repris aussi. Quand on parlait, par exemple, de la marijuana, on voyait toujours un aspect spirituel là-dedans. Il y avait toujours une espèce de Bouddha, une figure qui flottait sur son nuage de sérénité et de tranquillité. On voyait la fleur au bout du fusil à une époque où on contestait contre la guerre du Vietnam, entre autres. C'était comme un peu une arme de la contre-culture. C'est là que ces théories de conspiration-là ont pris un peu leur essor. Parce que, comme tout était bloqué au niveau de la consommation du cannabis, c'est-à-dire c'était criminel. Il y avait possession, trafic. Alors, le pauvre consommateur à l'époque, le hippie, qui se faisait prendre avec un joint risqué à la prison autant que le trafiquant qui le vendait à grande échelle. Quand on était à San Francisco, à l'époque, en 1969, à l'époque du Peace and Love, le Summer of Love, au coin de la rue Ashbury, c'était un nuage de poussière, pas de poussière, pardon, mais de fumée, qu'on a vu quelquefois ici aussi au Québec lors de très gros spectacles au Parc olympique, entre autres, sur la montagne. Donc, malgré cette criminalisation-là, la consommation a toujours suivi, ce qui m'a appelé à appeler ça un peu au début une herbe joyeuse. Parce que cette consommation-là, quand elle est normale, parce que n'importe quoi dans notre monde dont on abuse, si on abuse de la politique, ça peut être aussi dramatique que si on abuse de n'importe quelle drogue. C'était un message de paix, c'était un message d'ouverture de la conscience qu'on ne voit pas aujourd'hui avec nos nouvelles lois. Définitivement parce qu'on est passé de 1 ou 2 offenses criminelles à plus de 45 ici au Québec. Et puis, quand ce concept-là de légalisation est arrivé au Canada,
Je voyais ça un peu comme une expérience sociale. Ça m'a amené justement à retourner un petit peu dans l'histoire et puis à redécouvrir Baudelaire, entre autres, et puis d'autres écrivains qui ont parlé sur le sujet. Et puis de relire l'histoire un peu aussi de la secte des Eschichins et puis de l'histoire ancienne. Le commerce aussi de ça, un exemple, l'Allemagne nazie ont poussé dans les années 30 pour que ça soit contrôlé légalement, le cannabis. Mais ils se sont parfaitement réservé le droit de continuer à faire le trafic de l'opium puis de ses dérivés, parce que l'industrie pharmaceutique allemande, à l'époque, c'était très important. C'était, d'ailleurs, on a découvert assez récemment que les armées allemandes étaient, parmi leur équipement, fournis avec un produit qui s'appelait le Pervatin. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du cristal meth, qui est une drogue épouvantable qui fait des ravages dans nos sociétés. Mais on imagine, par exemple, une troupe de nazis qui sont complètement disjonctés sur la méthamphétamine, quel massacre qu'ils ont fait, qu'ils ont pu accomplir. Puis non seulement l'Allemagne nazie s'est préoccupée de ça, puis fournissait ça à ses troupes, mais les Alliés l'ont fait aussi. Entre autres, les pilotes de chasse qui devaient rester éveillés et attentifs pendant de longues heures prenaient la méthamphétamine dans les théâtres de guerre du Pacifique, par exemple, et puis aussi en Europe, on le revoyait partout. Donc, si on mettait en contraste, par exemple, qu'on avait donné du cannabis aux armées, je ne crois pas qu'il y aurait eu autant de massacres et puis qu'il y aurait eu autant de guerres et puis de batailles qu'il y en a eu. Je suis pas sûr qu'on aurait pu faire une guerre. On aurait même probablement pu. Puis ça, c'est l'aspect négatif de la chose qui a été exploité. Quand on a vu aussi les campagnes anti-drogue qui venaient justement de la droite américaine, on veut une société qui était totalement encadrée et puis qui fonctionne ce qu'on appelait à l'époque l'establishment. La drogue était vraiment un obstacle à ça. Il y a un film d'ailleurs, Reefer Madness, qui est un petit bijou de paranoïa. Oui, c'est là qu'on voit apparaître le terme marijuana, l'herbe du diable. Et puis, les consommateurs sont représentés comme ce qu'on voit aujourd'hui, ceux qui utilisent les drogues dures comme l'héroïne, la méthamphétamine. Ils deviennent fous. Je me souviens d'une séquence où une femme joue du piano et puis elle a une cigarette dans la bouche. Puis là, il y a son chum qui lui dit « Ah, plus vite, plus vite, plus vite ». À un moment donné, ça devient une espèce de folie musicale. Et puis, il y a le regard exorbité. C'est carrément le contraire de ça. Je vois présentement aussi une montée au niveau des médecines alternatives suite à la légalisation. Puis là, bien, il faut dire qu'ici au Canada, on a quand même la Colombie-Britannique qui est un peu une mecque du cannabis mondial. Et puis, qui n'ont même pas attendu la légalisation pour leur cas. Là. Mais c'est ça. Mais on a vu encore les résistances et les croyances sont encore là. On a juste à penser... excusez-moi, mais au show ridicule que Gérard Deltel, le député Gérard Deltel, a fait lors de l'adoption de la loi sur la légalisation du cannabis, on était revenu à Reefer Madness. Exactement. Puis aussi, c'est que le Québec, on a une approche santé sociale qui est excellente, je dois dire aussi. C'est certain que par le fait même, on encourage le crime organisé. Justement, aux nouvelles mentionnaient récemment que l'exportation illégale de cannabis vers les États-Unis a augmenté depuis la légalisation au Canada. Et oui, le crime organisé se cherche un nouveau débouché. C'est ça. Bien là, on est dans la situation où on était au moment de la prohibition de l'alcool dans les années 20-1930, quand c'était légal au Canada et ça ne l'était pas aux États-Unis. La Société des alcools du Québec a fait des millions de dollars à cette époque-là, des alcools achetés légalement ici au Québec, qui étaient revendus illégalement aux États-Unis. Mais je considère quand même, personnellement, c'est mon opinion personnelle, que c'est une avancée sociale, malgré le fait que ça déplaise énormément à beaucoup de gens, mais le cannabis est là depuis le début, depuis 1000 ans. Il est temps qu'on deal avec ça, qu'on prenne ça en main, puis la légalisation, c'est bon pour faire la prévention, entre autres, parce qu'on enlève le stigmate du crime, le joint qui t'amène en prison. D'ailleurs, on cible beaucoup la prévention vers la jeunesse, qui est vitale dans notre société. Donc, je crois que c'est un pas en avant. Pour ça, il faut d'abord tenir compte du fait que ça existe. Et voilà, puis là, bien, avec l'histoire millénaire de ça, on ne peut pas faire autrement. Parlant de millénaire,
moi, je vais y aller avec mon sujet également. Je vais commencer par parler d'un site qui s'appelle Cahokia. Ça se trouve pas loin de la ville de East Saint-Louis, dans l'Illinois. Alors, c'est pour se situer, vous avez la ville de Saint-Louis, Missouri, qui est beaucoup plus connue avec sa grande arche. De l'autre côté du fleuve Mississippi, côté est, il y a la ville de East Saint-Louis, Saint-Louis-Est, et Cahokia se trouve juste à côté de ça, en banlieue. On est à 15 minutes du centre-ville de Saint-Louis. C'est un site dont je connaissais l'existence par mes lectures depuis que j'avais l'âge de 17-18 ans. Et à un moment donné, il y a quelques années, on a commencé, parce que les gens le savent, je suis guide accompagnateur de touristes. On a commencé à faire des circuits dans ce coin-là, à aller à Saint-Louis. Moi, j'étais sûr qu'on irait voir Cahokia. Et je constate que non. Et en plus, je constate en parlant que personne ne sait c'est quoi Cahokia, personne ne sait que ça existe. J'ai emmené quelques groupes de Français qui ont été impressionnés par le site. Et ce qui va m'amener à parler de qui a construit Cahokia et d'où ça vient. Cahokia est une ville préhistorique américaine, enfin amérindienne certainement, qui, à son apogée, aux alentours des années 1100, était plus grosse que Londres à la même époque. On parle de 15 à 20 000 personnes. Certains archéologues parlent que ça pourrait même aller jusqu'à 30 000. Et c'est un site impressionnant puisqu'on y trouve des pyramides en terre battue, un peu dans le style des pyramides aztèques, c'est-à-dire des pyramides tronquées avec des paliers. Et la plus impressionnante, la plus grosse du lot, qu'on appelle le tertre des moines, parce qu'au 17e siècle, il y avait des missionnaires qui avaient installé un petit monastère à cet endroit-là. Cette pyramide-là, c'est la troisième en Amérique du Nord, en Amérique, après Teotihuacan et Cholula au Mexique. C'est un monument extrêmement impressionnant, ça a plus de 30 mètres de haut, et c'est une masse de terre impressionnante, et il y en a d'autres tout autour, plus petites. De là, j'imagine, le terme Mound Builder. C'est ça, les Mound Builders, et ça fait partie, on sait aujourd'hui que ce sont des Amérindiens qui ont construit ça. Il reste des énigmes à résoudre, mais en gros, c'est ça. Cependant, il y a eu tout un, comment dirais-je, un mythe qui s'est créé autour de ça au 19e siècle, surtout. Des antiquaires à l'époque, on ne peut pas encore parler d'archéologues, ont commencé à rechercher qui pouvait avoir construit ces monuments-là. Et c'était, à l'époque, là, aux États-Unis, on ne voulait pas penser que c'était peut-être les Amérindiens. C'était, même si le président Thomas Jefferson, président des États-Unis, avait, en fait, troisième président des États-Unis, avait, dans les années 1780, commencé à fouiller un tertre et avait conclu que c'était des Amérindiens qui avaient fait ça, que c'était les ancêtres des Amérindiens actuels. On s'est mis, à l'époque, vraiment, on ne voulait pas admettre ça. Les Amérindiens, on disait, c'est des paresseux, c'est des ignorants, ils n'ont jamais rien fait. Donc, on a cherché. Et là, il y a eu toutes sortes de théories qui ont été évoquées. On a parlé des Hébreux, ça, les 10 tribus perdues d'Israël qui seraient venues en Amérique. Ça, l'Église des Mormons adhère à cette théorie-là encore officiellement. On a parlé des Grecs, des Perses, des Romains, des Vikings, des Hindous, des Phéniciens. L'important, c'est que tant que ce n'était pas des Amérindiens, ça pouvait être n'importe qui. Et on cherchait beaucoup du côté d'Européens parce qu'il fallait que ce soit des Blancs. On voulait, dans le fond, que ce soit des Blancs qui aient fait ça. Éventuellement, les archéologues vont démolir toutes ces théories-là, même s'il y en a encore qui cherchent à les ranimer de temps en temps. Il y a tout un côté raciste encore là-dedans. C'est un peu comme le cannabis. Alors, il y a tout un côté qu'on ne veut pas admettre. On a même supposé que c'était le conquistador espagnol de Soto qui les aurait construits pendant son voyage dans les années 1500, alors que d'une part, il aurait fallu qu'il travaille vite parce qu'il y en a beaucoup, des milliers, et que lui a été là 2 ans dans le sud des États-Unis, et qu'il y en a des endroits où il n'a jamais été d'ailleurs. Puis en plus, dans son récit, enfin dans le récit du chroniqueur de l'expédition, il mentionne ces monuments-là qui sont là et que c'est des Indiens qui vivent autour. Là, on a pu finalement, les archéologues, démontrer qu'il y a eu une succession de civilisations qui ont construit. Les plus anciens de ces monuments dateraient de 1400 avant Jésus-Christ. Les premiers étaient plutôt des tombeaux, en fait, en général. C'était des monticules ronds assez simples et ça servait de tombeau, même s'ils pouvaient être assez importants. Il y a une autre phase qui apparaît aux alentours de 100 après Jésus-Christ, la culture qu'on appelle Hopewell, dans la vallée de l'Ohio, notamment, où il y en a des milliers. Alors, eux autres, c'est beaucoup des tumulus en forme d'animaux,
ou en forme géométrique, mais souvent des animaux, des oiseaux. Il y en a un immense qui est en forme de serpent sur des centaines de mètres. On pense que c'était lié sûrement à des rituels qui se passaient là. Et enfin, il y a la dernière de ces cultures en date, qui est ceux qu'on appelle les Mississippiens, dont fait partie Cahokia. Alors, eux, il y a une certaine influence probablement des civilisations d'Amérique centrale, parce que clairement, leurs tombeaux, leurs monuments, il y en a une partie qui sont des tombeaux, mais ceux qui sont en forme de pyramide, c'était soit des résidences de chefs qu'il y avait là-dessus, ou des temples. Et ça nous rapproche des Aztèques ou des Mayas qui avaient des temples en haut de leurs pyramides. L'énigme qui reste un peu autour de ça, c'est le lien exact entre les gens qui ont construit ça et les tribus indiennes qui se trouvaient là au moment où les Blancs arrivaient dans ces régions-là. Parce que il y a comme un espace, on sait qu'il y avait encore des Indiens qui construisaient et qui utilisaient ces temples-là, c'est des Amérindiens qui utilisaient ces temples-là quand les conquistadors espagnols sont passés aux alentours des années 1540. Quand ils sont été... mais après ça, ça a été souvent au milieu du 17e siècle, et même beaucoup plus tard, avant que des Blancs reviennent dans le coin. Donc, on n'a pas de documents écrits. On a très peu d'infos sur une période d'à peu près 150 ans. Et on sait que quand les Français, entre autres, ont exploré la même région, premièrement, la population avait beaucoup diminué. Et deuxièmement, probablement à cause des épidémies, entre autres, amenées par les Européens. Et deuxièmement, il y avait... les tribus de la région n'ont pratiquement pas de tradition qui se rapporte à ces endroits-là. Ils ne savent pas, eux non plus, c'est qui a construit ça. C'est là qu'est l'énigme. Alors, on ne sait pas, les tribus qu'il y a là, sont-ils les descendants de ceux qui avaient construit ces monuments ou c'est des gens qui sont arrivés après, et là, on ne sait pas où sont partis ceux qui étaient là à l'époque. Il y a une exception, c'est la tribu des Natchez en Louisiane, qui, eux, ont un lien direct avec les constructeurs de tumulus. Eux, ils en construisaient encore quand les Français sont venus vers la fin du 17e siècle. Et ça, j'aurai l'occasion d'en reparler, de comment on finit les Natchez. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça reste une petite énigme dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Mais maintenant, il n'y a plus de doute au niveau des archéologues. C'est vraiment des monuments amérindiens. On a cru à une certaine époque que c'était l'Atlantide. On était prêt à croire n'importe quoi pourvu que ce ne soit pas les Amérindiens. Alors, c'est ça un peu l'histoire des Mound Builders. Mais si jamais vous allez dans la région de Saint-Louis, allez voir Cahokia, c'est spectaculaire. Et c'est tout le temps qu'on a. Alors, à la semaine prochaine.